Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre seconde session de Mastermind sur le livre Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui 2 novembre. Et avant tout propos, déjà, excellent mois de novembre à tous. Et comme vous le savez, nous sommes également dans l'opération Terminer en force et dont le but est d'aller ressortir nos objectifs qui nous tenaient à cœur pour l'année 2025 qui est en train de s'achever et dire qu'on ne baisse pas les bras, on continue à pousser, à donner le meilleur de nous-mêmes jusqu'à ce que l'année finisse. Donc, on s'est donné entre 30 et 45 jours maximum pour pouvoir mettre le paquet, donner le maximum de nous-mêmes et puis terminer l'année en force. Donc, comme vous le savez, nous sommes sur l'étude du livre Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. Donc, c'est un best-seller, un livre qui s'est vendu à plusieurs un million d'exemplaires pour dire que c'est un livre qui a impacté beaucoup de vies. Et pour nous, à Discipline Nation 365, nous pensons que c'est l'état d'esprit en fait qu'il nous faut avoir si on veut pouvoir alors progresser. Alors, sans plus tarder, j'ai envie de dire bienvenue dans ce mastermind. Et aujourd'hui, nous entrons dans un chapitre qui n'est pas fait pour les esprits fragiles. Si vous avez regardé la vidéo de préparation, ce chapitre nous parle d'un mot fort que beaucoup de personnes fuient. C'est un mot inconfortable, c'est un mot parfois même douloureux. Et ce mot, c'est vérité. Ou bien on va dire l'expression la vérité. Oui, parce que la vérité fait mal, mais aussi parce que la vérité libère. Et le chapitre 2 de Can't Hurt Me, où plus rien ne pourra me blesser, nous confronte à cette réalité. Et cette réalité est celle-ci, on ne peut pas guérir de ce qu'on refuse de regarder. On ne peut pas guérir de ce qu'on refuse de regarder. Et David Goggins, à travers donc son histoire, ne cherche pas à impressionner, il cherche plutôt à réveiller. Il nous montre que la transformation ne commence pas dans la motivation, mais dans le miroir. Et l'objet du miroir va revenir plus souvent parce que c'est le cœur de ce chapitre de Goggins. Et ce miroir-là, il va voir qui? Il va voir un homme qu'il n'aimait pas. Et on est tous conscients que quand on regarde dans le miroir, ce qu'on voit, c'est notre reflet. Et qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Est-ce que c'est une version de nous qu'on aime, c'est une version de nous qu'on apprécie, ou c'est plutôt une version de nous qu'on se dit, écoute, il faut qu'elle bouge pour qu'on puisse avoir un autre nous qui est capable de pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser. Et David Goggins, quand il a regardé dans ce miroir, il a vu un homme blessé, un homme brisé, un homme piégé dans ses propres excuses et ses propres mensonges. Et c'est en affrontant ce reflet-là, sans filtre, sans justification, qu'il a commencé à se reconstruire. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas un miracle, c'est un choix de vérité, un choix de responsabilité. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vient pas juste discuter d'un simple livre. On ne vient pas pour réciter ce que Goggins, en fait, a vécu. On vient regarder notre propre miroir. Et ce miroir, c'est quoi? Ce sont nos vies. C'est ta vie, c'est ma vie. Ce sont tes décisions, tes blessures, tes excuses, mes excuses, tes rêves et mes rêves. Aujourd'hui, on choisit donc de ne plus détourner le regard parce que tant qu'on refuse de voir ce qui nous retient, on reste prisonnier de ce que nous nions. Hein. On reste prisonnier de ce que nous nions. Et la vérité, c'est vrai, elle est parfois dure, elle pique, elle dérange, elle expose. Mais c'est le seul passage qu'on doit suivre ou dans lequel on doit s'engager si on veut aller vers la liberté intérieure. Alors, je veux vraiment t'inviter hein, ce soir, alors qu'on rentre dans cette session, à avoir un esprit ouvert, à avoir le cœur qui soit prêt à entendre et le courage de pouvoir te regarder en face. Tu te regardes en face, c'est pas pour te juger, non. C'est pas pour te condamner non plus, mais c'est pour te libérer. Parce que ici, à DN 365, on ne cherche pas la perfection, vous le savez, on cherche la progression. Et la progression commence toujours par un moment de vérité. Alors, bienvenue. Ce n'est pas juste un mastermind, c'est un miroir. Et aujourd'hui, ce miroir va te parler. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec une question à laquelle je vais inviter quelques-uns d'entre vous à répondre. Pour ceux qui ont pu regarder la vidéo de préparation dans votre espace membre, comment est-ce que tu t'es senti après avoir regardé la vidéo? Comment est-ce que tu t'es senti après avoir regardé la vidéo? Donc, comme vous le savez, le principe du mastermind, il est très interactif. Ce n'est pas une formation. Un mastermind, c'est plusieurs cerveaux qui se mettent ensemble
parce que deux cerveaux valent toujours mieux qu'un. Voilà, d'où l'expression en fait mastermind. Donc, on va commencer. Vous pouvez simplement lever la main. On va commencer avec Colomb. Donc, vas-y, Colomb, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Lorsque j'ai Salut. écouté la vidéo aujourd'hui, je me suis retrouvée face à moi-même et j'étais gênée. Honnêtement, j'étais gênée. J'étais gênée parce que surtout l'exercice m'a amené à mettre noir sur blanc des vérités en fait que je refusais de voir en face. Je trouvais toujours un argument pour, voilà, pour baisser les bras ou pour ralentir ou pour accrocher ou pour abandonner. Et là, franchement, quand j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, ben, c'est, c'est le moment, en fait, de prendre les choses en main. Donc, à chaque fois, je reconnais cette vérité et j'ai choisi d'en faire une force. Maintenant, il faut pouvoir agir, comme tu le dis souvent. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Colomb. Merci pour ta vulnérabilité, ta transparence. On va continuer avec Priska. Si vous avez aussi regardé la vidéo que vous voulez intervenir, vous pouvez simplement lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Priska, tu as la parole. Ok, merci Daniel. Moi, quand j'ai fini, je me suis sentie lâche. C'était vraiment, j'ai pas pu trouver trois parce que je pense que le seul mot lâche résumait en fait tout le reste. Et lâche parce que c'est vrai qu'on peut, j'accuse parfois les situations, les personnes. Mais au fond, quand je regarde, bon, à ce que je suis, la vie que je mène aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que moi qui a été à la base de ce résultat-là. Donc, c'était ça. Hmm, C'est hmm, toi, c'est personne d'autre. Donc, pour une fois, en fait, c'est ça, pour une fois, assume. Quand je regardais l'autre personne dans le miroir, bon, hmm, je dis, voilà, moi-même dans le miroir, je dis l'autre personne, à savoir que c'est encore moi. Donc, c'était ça. hmm. Super. Merci Prisca, merci pour ta vulnérabilité, merci pour ton cœur ouvert et ton partage. On va continuer avec Sonia sur cette question. Ok, bonsoir tout le monde. Allez Moi, Sonia. j'ai regardé la vidéo hier soir. L'exercice d'abord m'a effrayée. Enfin, j'avais peur d'avoir ce miroir de vérité en face de moi. Et après, je pense que j'ai eu un peu le même sentiment que Priska. J'ai compris que bon, les excuses, je me suis créée parce que je ne prenais pas la responsabilité des choses. Et c'est vrai, je me suis sentie aussi un peu lâche parce que bon, c'était ma décision, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je trouvais toujours des excuses à tout le monde, mais ça me revenait à moi de me construire toute seule. Donc, je pense que c'est un Hmm, bon exercice. Moi, ça m'a permis de mettre quand même des mots sur des choses que je voulais pas forcément voir. C'était facile de trouver des arguments, mais là, je sais où est mon problème et ce sur quoi il faut travailler pour grandir. Donc, je pense que c'est un exercice effrayant, mais utile pour avancer dans la vie. Voilà. super. Merci beaucoup. Merci Sonia, merci Priska, merci Colomb pour vos partages. Je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent probablement pour la première fois. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un mastermind. Et un mastermind se construit autour d'un livre en fait qu'on étudie ou d'un audio qu'on étudie ou d'un texte qu'on étudie. Et l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir utiliser le texte comme base et pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se développer, pour pouvoir en fait grandir ensemble. Et à DN 365, on a compris que le mindset, c'est très important pour pouvoir réussir. Et d'où l'étude en fait de cette série. On a eu à étudier brièvement en une session le livre Psychocybernétique de Maxwell Maltz, un résumé. On n'a pas allé en profondeur, mais qui nous a montré l'importance du mindset. Et là, maintenant, quel type de mindset on va avoir? On est en train d'étudier Goggins en ce moment, qui est considéré comme l'homme le plus dur au monde et l'une des personnes qui a eu les transformations intérieures personnelles les plus remarquables en fait, dans l'histoire du monde.
Et donc, le principe, il est simple. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément le livre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vidéo autour du chapitre qu'on est en train d'étudier et on le met sur votre espace membre. Donc, pour vraiment profiter à fond de ces sessions-là, il faut pouvoir regarder la vidéo en amont. C'est des vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes maximum. Donc, c'est pas beaucoup. Et ça vous permet de pouvoir vraiment vous préparer et venir avec j'ai envie de dire, l'esprit bien ouvert, prêt à recevoir la transformation. Parce qu'en réalité, heureux nous sommes si on comprend ces choses et on les met en pratique. Donc, ce n'est pas juste un temps qu'on passe ensemble. Ici, nous sommes plutôt des personnes engagées, déterminées, qui ont décidé de passer leur vie à un tout autre niveau. Donc, merci à vous pour ce partage en ouverture. Et je veux juste faire probablement un petit récap de tout ce qu'on est en train de voir en ce moment et dans ce recap, je veux dire que dans le chapitre 2 de ce livre, de Plus rien ne pourra me blesser, Goggins nous emmène dans un moment clé de sa vie. C'est un moment brutal, un moment honnête, un moment sans maquillage. Et à ce stade de son histoire, il est jeune, il est perdu dans sa vie, il est obèse, il fait presque 140 kilos, il est mal dans sa peau, victime d'un père qui est violent, d'un système qui est injuste où ils se sont rejetés, d'une estime de soi qui est totalement détruite. Et il a tout pour continuer à s'enfoncer. En tout cas, ce n'est pas les raisons qui manquent pour continuer à s'enfoncer, tout pour accuser la vie, tout pour accuser les autres, tout pour accuser son passé. Mais un jour, dans ce chapitre en particulier, il va se regarder dans le miroir et là, tout va basculer. Tout va basculer. Dans ce miroir, il ne voit pas un héros, il voit un homme brisé. Il se dit la vérité, pas celle qu'on raconte aux autres, la vraie vérité, celle qu'on se cache à soi-même, celle qui dérange. Et c'est à ce moment-là que va commencer sa transformation. Et la première leçon donc on tire de ce chapitre, c'est que la vérité blesse. La vérité blesse, mais elle libère. Parce que tant que tu refuses de regarder ou de te regarder en face, tu restes un prisonnier ou une prisonnière. Mais quand tu décides de regarder ta réalité, même si elle te fait mal, tu reprends le pouvoir. Hein? Et Goggins a arrêté de se raconter des histoires. Il a confronté son miroir, il lui a dit, tu veux être ceci, alors tu veux changer de vie, arrête de te mentir à toi-même. Assume qui tu es aujourd'hui et travaille pour pouvoir devenir la personne que tu veux devenir demain. Et c'est là qu'il comprend la clé. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas la motivation, c'est la responsabilité personnelle. Cette responsabilité, c'est ce qui fait toute la différence entre rêver et se transformer. Il va arrêter de blâmer son père, arrêter de blâmer son enfance, arrêter de blâmer ses douleurs. Il va prendre tout, c'est-à-dire le bon, le mauvais, les cicatrices qu'il avait, et il va décider d'en faire son propre carburant. Et la seconde leçon, ou la troisième leçon la plus grande de ce chapitre, c'est que cette leçon-là va nous dire que la souffrance est un outil, c'est pas un fardeau. La souffrance est un outil, c'est pas un fardeau. Goggins ne va plus chercher à fuir sa douleur, il va utiliser sa douleur. Et pour ceux qui sont des adeptes de John Maxwell, vous savez que dans son livre Les 15 lois inestimables de la croissance, il parle de la loi de la douleur. Hein. Donc, il dit que la douleur, quand elle est bien gérée, conduit à une croissance accrue. Et c'est le même concept qui est repris ici sous une autre forme. La souffrance devient un outil, ce n'est pas un fardeau. On peut se servir de la douleur pour grandir. Il ne cherche donc plus à fuir sa douleur. Il va utiliser sa douleur. Il va transformer chaque blessure en énergie, chaque échec en apprentissage. Et ce qu'il va découvrir, c'est que la souffrance n'est pas là pour le détruire, mais pour le forger. Et c'est là que réside la vraie puissance de ce chapitre. La vérité fait mal, oui, mais c'est cette douleur que cache la vérité qui libère. Tant que tu cherches à éviter la souffrance, tu restes esclave de tes excuses. Mais quand tu décides de la traverser, tu découvres une version de toi que tu n'as jamais connue. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On ne va pas explorer la douleur de Goggins, non. On ne va pas explorer son passé. On va explorer notre douleur, notre passé. Parce que notre vérité, nos blessures, nos excuses, nos potentiels inexploités, c'est ça qu'on va explorer. Parce que c'est seulement quand on arrête de fuir la vérité qu'on peut enfin écrire son avenir. Alors, j'ai une question de groupe pour nous.
Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le témoignage de Goggins? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le témoignage de Goggins? Donc, on va suivre toujours le même principe. Il faut simplement lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Quand vous avez suivi la vidéo de préparation, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans son témoignage? Ou pour ceux qui ont le livre, qui ont lu le chapitre 2, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ou le plus marqué? Oui, Colombe. Alors, moi, ce qui m'a frappé, je vais même dire, ce qui m'a choqué, c'est le ton avec lequel il se parlait, en fait. C'est toute euh, l'énergie avec laquelle il s'adressait à son reflet. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement, c'est tellement puissant, c'est tellement, enfin, l'énergie est tellement forte qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas, que ça ne déclenche pas quelque chose en soi, voilà, en lui, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui, moi, c'est dit que on se dit la vérité, lorsqu'on reconnaît les choses, il faut le vivre vraiment dans une certaine véracité, dans une certaine énergie pour pouvoir vraiment prendre conscience. C'est ce que moi, je peux dire. Super, merci Colombe. Priska? Priska, tu peux Pardon? prendre la parole. Oui, vas-y. Oui. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que, n'étant pas encore, il faisait pas encore partie de l'armée, mais le fait de se raser la tête chaque jour pour avoir, je dirais, l'apparence ou l'image de quelqu'un qui y est déjà. Hmm. Il dit qu'il n'y était pas, mais il se projetait et puis il fallait qu'il ait bon, déjà un trait caractéristique par rapport à ce qu'il voulait être en fait plus tard. Voilà. Le fait de faire comme s'il était déjà, en fait, Voilà, c'est ça. dans ce C'est qu'il ça. voulait. OK, OK, super. Alors, je vais vous partager à ce stade une minute. Je veux vous partager quelque chose. Le temps que je retrouve ça ici. Et je vais vous poser la question de savoir c'est quoi la différence entre... Je partage mon écran. OK, tout le monde voit mon écran. La question est celle-ci. C'est quoi la différence entre ces deux éléments? Vous pouvez lever la main, hein. Bon, pour ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vu la vidéo pour lever sa main et pour répondre. Voilà. Oui, Sonia. La première image, moi, je vois des graines. Mhm, Et la seconde, je vois un arbre qui est vraiment très mhm. géant. Voilà. Super. Et pour toi, c'est quoi la différence? Euh, pour moi, la différence, c'est une question d'étape, en fait. On passe d'abord de la graine, et c'est une fois que la graine Mhm, est ensemencée mhm, qu'elle donnera plus tard, au fait, l'arbre. Il faut y a partir de la graine. mhm. Déjà, bon, une bonne graine aussi qui va donner un Super. grand arbre après. Voilà. OK, C'est ce que OK, je peux dire. OK. Top. Super. Merci beaucoup. Eric? Merci Daniel, bonsoir à tous. Pour moi, la différence, c'est le temps. Mhm. La différence, c'est le temps. Mm. Super. Merci beaucoup, Eric. Esther Seka, je pense elle est nouvelle avec nous. Bienvenue, Esther, et bravo, merci de lever la main, de contribuer. C'est comme ça qu'on grandit. Vas-y. Tu peux simplement ouvrir ton micro, Esther. Bonsoir, Monsieur Daniel. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bon, ici, je dirais que c'est l'état. C'est l'état de la OK. graine qui n'est pas encore morte qui fait qu'on n'a pas encore ce table-là. Voilà, pour moi, Mhm, dès que la mhm, graine meurt,
l'arbre, le processus de, c'est pas, comment dire ça, en tout cas, il va commencer l'arbre va commencer à germer, en fait, jusqu'à Mhm, atteindre mhm. cette taille-là. Voilà. Mhm, mhm. Génial, génial, super, merci beaucoup. Pour ceux qui étaient là le jeudi, je pense que j'ai raconté une histoire et je vais la raconter pour les autres. Je pense que vous n'étiez pas là parce que c'était pas enregistré. Comme ça, cette fois-ci, c'est enregistré et puis ça pourra rester pour ceux qui viendront après nous. Donc, c'est l'histoire d'une petite graine qui voyait son père qui était un gros arbre et puis elle disait à son papa, ah papa, papa, je veux être un gros arbre comme toi. Et puis son papa lui dit, ah, mais pour ça, on va devoir t'enterrer. Et puis, tu vas rester là-bas pendant un bon moment. Et c'est bien longtemps après que tu pourras devenir comme moi. Et la petite graine qui lui dit, non, mais papa, moi, je ne veux pas commentaire. Et son papa qui lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on t'enterre? Et puis elle répond, non, mais dans la terre, c'est sale, il fait chaud, il n'y a pas de lumière, c'est pas intéressant, on est seul, il n'y a personne. Alors qu'ici, il y a de l'air, il y a du vent, on a le soleil et tout ça. Donc la petite graine va réchigner encore un peu avant de s'engager, mais son père, qui était tout patient, regardait la graine. Et puis un jour, la petite graine va dire, écoute, papa, je vais finalement m'engager pour devenir comme toi. Et donc, elle va aller dans la terre. Et quand elle va aller dans la terre, ce qui va se passer, c'est que elle va être dans un endroit sombre, c'est pas beau à voir, il fait chaud, c'est humide, on se sent seul, on se sent abattu, perdu, et puis au bout d'un certain temps, elle va sentir à l'intérieur d'elle que quelque chose est en train de gonfler, ça gonfle, et puis ça se casse, sa coque se casse, donc elle commence à se dénaturer, la petite graine qui était toute lisse, toute propre, se retrouve fissurée, et pendant qu'elle pensait qu'elle allait être fissurée et qu'elle allait commencer à remonter, vers le soleil ou vers le dessus de la Terre, c'est le contraire qui s'est produit. Elle a commencé à s'enfoncer. Elle a commencé à s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Et c'est quand elle a atteint certains niveaux dans le sol qu'elle a commencé à remonter et à pousser vers le haut. Et puis c'est comme ça qu'un jour, paf, en fait, elle va fissurer le sol et continuer son ascension. Quand on me montre deux images comme celle-là, j'ai envie de dire, à première vue, c'est l'état qui change, mais la vérité, c'est que c'est la même chose. L'arbre que vous voyez là, ça s'appelle un séquoia. Un séquoia, c'est un arbre qui peut faire plus de 100 mètres de haut et qui peut vivre jusqu'à plus de 3000 ans. Et c'est un arbre dont l'écorce, en fait, résiste au feu. Donc, même quand il y a des incendies, c'est un arbre qui est résistant, mais c'est la même chose, en fait, que la graine. Donc, vous voyez, c'est la même chose que le travail que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Le séquoia, le grand arbre qui est là, le gros arbre qui est là, qui est majestueux, qui fait une vraie différence, qui libère son potentiel, qui se déploie, en réalité, n'est qu'une toute petite graine que vous pouvez tenir sur votre doigt. Mais tant que cette graine, en fait, refuse de regarder la réalité en face, refuse de passer à un autre niveau, en fait, en fait, on ne peut jamais voir la beauté, en fait, qu'il y a dans cette graine et le potentiel qu'il y a dans cette graine. La vérité la plus puissante que je veux partager avec vous par rapport à cette image, c'est que votre moi actuel, en fait, ne peut pas réaliser vos désirs de demain. Votre moi actuel ne peut pas réaliser vos désirs de demain. Je le dis encore, votre moi actuel ne peut pas réaliser vos désirs, vos rêves, vos ambitions de demain. Il faut que votre moi actuel disparaisse. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit détruit. Parce que la graine ne ressemble pas en fait à l'arbre en termes de visu. La graine n'a pas les mêmes propriétés que l'arbre. La graine n'a pas la même puissance que l'arbre. Même si elles ont le même potentiel. C'est-à-dire qu'une graine peut potentiellement devenir un arbre. Cette graine n'a pas la même puissance en fait qu'un arbre. Donc, il faut comprendre une chose. Et je pense que si vous comprenez ça, on aura gagné en fait cette session de ce soir aujourd'hui. C'est que la seule garantie qu'on a que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que nos rêves en fait seront réalisés, c'est que on a la capacité de tuer ou de détruire en fait le moi d'aujourd'hui. Tant qu'on est conscient qu'on peut détruire ce moi faible, ce moi qui est comme Goggins, qui se cache, qui ne se dit pas la vérité, qui se trompe lui-même, qui recule, qui n'avance pas, qui n'affronte pas, qui ne grandit pas, tant qu'on reste en fait dans cet état, rien ne se produira. Mais on a la possibilité de se regarder en face.
et de faire des choses exceptionnelles. Et donc, c'est ça qui va nous pousser maintenant à arriver à cette étape qui est très importante, qui est le travail intérieur, mon propre miroir. Alors, vous allez écrire sur une feuille, hein, à côté de vous. Ne le mettez pas dans le chat, pas tout de suite. On va le partager à la fin. Mais sur une feuille, si vous avez une feuille à côté. Sinon, faites-le dans votre téléphone avec un logiciel de notes, de prise de notes. Écrivez trois vérités sur vous-même que vous évitez de regarder, hein. Écrivez trois vérités sur vous-même que vous évitez de regarder en face. Je ne sais pas, est-ce que c'est sur le poids? Est-ce que c'est sur vos finances personnelles? Est-ce que c'est sur la qualité de vos relations? Est-ce que c'est sur un projet que vous essayez de travailler, mais chaque fois vous vous défilez, vous n'y allez pas? Est-ce que c'est des mensonges propres à vous-même pour dire que je ne suis pas capable, les autres sont meilleurs que moi? Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais vous, vous connaissez mieux que vous-même. Alors, ce chapitre, c'est une invitation à aller regarder dans le miroir de la vie. Donc, regardez-vous en face, notez trois vérités sur vous-même. Ensuite, parmi elles, entourez celles qui vous freinent le plus dans votre évolution. Celles qui vous freinent le plus dans votre évolution. Vous savez, c'est celle qui, vous-même, vous savez, la plus handicapante et qui vous empêche de libérer tout ce que vous voulez libérer. Et enfin, vous allez écrire la phrase, je décide de ne plus suivre cette vérité à partir d'aujourd'hui. Je choisis de la transformer. Alors, on va se donner 5 à 10 minutes. On va se donner 5 à 10 minutes pour pouvoir faire cet exercice. Prenez le temps qu'il faut et puis faites-le. C'est parti. Je vais me taire pour éviter de vous distraire. Recording. Alors, j'espère que vous avez pu travailler. On a pris exactement 10 minutes pour faire ce travail. Euh, Je ne vais pas demander à quelqu'un de partager parce que je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles et puisque cette session sera enregistrée et mise en ligne, donc je ne vais pas demander de partager. Par contre, on va continuer avec un autre moment important de ce temps de travail et c'est une discussion de groupe. Parce qu'une chose est de voir les choses qui ne vont pas et de pouvoir les regarder en face. Une autre chose est de pouvoir les convertir et les transformer en quelque chose de beau, en fait, pour nous aider à grandir. Alors, les questions sont simples. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion. C'est que signifie pour toi utiliser ta souffrance? Quelle est une épreuve passée qui t'a forgé sans que tu en aies conscience? Et comment est-ce que tu peux en faire une source de force plutôt qu'un poids. Donc, c'est vraiment un livre. Moi, quand je préparais ce partage de ce soir et arrivé à cette question, une des expériences qui m'est revenue de façon très vive, c'était le décès de mon père. Vous savez ce que c'est qu'un père, euh, surtout en Afrique. Le père, il est le pourvoyeur, il est celui qui prend soin, qui garde et qui protège. Et la perte brusque de mon père alors que je rentrais à peine à l'université, ça a été quelque chose de très dévastateur. Et pour moi, quand on dit utiliser sa souffrance, c'est se servir de cette énergie en apparence négative et la convertir en quelque chose de positif. Et cette épreuve-là, c'est vrai, aujourd'hui, je peux la regarder de loin et la disséquer et tout, mais quand je la vivais, elle n'avait rien d'intéressant, je vais dire ça comme ça. Et je pense que comment on peut en faire une force plutôt qu'un poids, là, je me retrouve là à devenir le propre maître à décider pour moi, à décider pour mes frères, à décider pour mes sœurs. Et aujourd'hui, avec un peu de recul,
Ça m'a permis de gagner en responsabilité et de pouvoir être un homme à part entière, de pouvoir prendre certaines décisions, de pouvoir affronter certaines choses dans la vie. Et une des choses qui m'a moi le plus marqué, c'est que du vivant de mon père, j'étais quelqu'un de très maladif, de très, 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 très maladif. Donc, chaque mois, je tombais malade. Et quand mon père est décédé, j'ai eu l'impression que mon corps s'est fortifié seul. Et avec un peu de recul et d'analyse, après, je pense que la réflexion, c'était, écoute, maintenant, il n'y aura plus personne pour te soigner. Donc, si tu continues à te laisser faible comme tu es physiquement, tu risques en fait de mourir sans avoir réalisé ce pourquoi tu es là. Donc, voilà, en fait, comme on a eu une expérience en apparence douloureuse peut devenir un moyen en fait de croissance, de développement. Parce que quand je regarde le niveau de responsabilité que j'ai aujourd'hui, je pense que cette expérience douloureuse là a vraiment contribué à me pousser à devenir un homme en fait beaucoup plus rapidement que prévu. Donc voilà, qui veut contribuer également sur cette discussion, vous pouvez simplement lever la main. Que signifie pour toi utiliser ta souffrance? Quelle est une épreuve passée qui t'a forgé sans que tu en aies conscience et comment est-ce que tu peux en faire une source de force plutôt qu'un poids? Donc, il faut simplement lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez contribuer pour nous enrichir également. Il nous reste 15 minutes. Si vous voulez intervenir, c'est le moment. Ouais. Esther, tu peux y aller. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Vraiment, merci pour votre partage. Ce que je voudrais partager, c'est une expérience qui m'a particulièrement marquée, voilà. Ça peut ne pas être la conception de tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose qui était assez choquant, voilà. Je vais partager plus une expérience de mon parcours académique, bon, scolaire. On va prendre les années avant la terminale, voilà. Dieu m'ayant fait la grâce d'être bien encadrée avec mes parents et tout, qui me poussaient à mettre un point d'honneur sur les études. Donc, j'avais fait un parcours qui avait été sans faute, voilà, depuis le primaire. J'étais beaucoup aussi éveillée. Et à partir d'une classe particulièrement en quatrième, c'est-à-dire depuis longtemps, j'étais en quelque sorte attirée par tout ce qui était modèle d'excellence dans les études et tout. Et donc, je m'étais mis vraiment au travail pour pouvoir exceller dans toutes les matières, vraiment pouvoir me démarquer et tout. Et j'étais même citée en référence dans mon école et tout ça. Et je faisais la fierté de mes parents. Et il va se dire que j'arrive dans cette classe, dans cette fameuse classe, laquelle la terminale C. Et cette année-là, on avait spécialement ouvert la classe de terminale C parce qu'ils avaient choisi les premiers des différentes classes pour pouvoir ouvrir cette classe-là, en fait. On s'est dit qu'avec eux, c'est sûr qu'ils vont aller au bac, ils vont avoir le bac du premier coup et puis voilà, ça donne une renommée à l'école. Vraiment, tout le monde est content et tout. Et donc, j'arrive dans cette classe-là et l'année scolaire se passe bien. Bon, je fais de mon mieux pour étudier et tout ça. Et on arrive, on est à quelque part des examens et je tombe sérieusement malade. Je tombe sérieusement malade, j'ai un problème à la tête et tout. Et je lutte en fait. Je suis même allée consulter plusieurs spécialistes, je prenais des tonnes de médicaments, mais il y avait en quelque sorte cet orgueil-là en moi qui disait en fait que voilà, je ne peux pas me rater en fait à cette année-là. Et je suis allée au baccalauréat dans la maladie ayant forcé. Je me rappelle, mon père m'avait dit, bon, avec ces conditions-là, tu n'iras pas au bac. Et je lui disais en fait que j'allais lui en vouloir à vie s'il m'empêchait d'aller composer. Et il se trouve que je suis allée au baccalauréat cette année-là et ça n'a pas marché. C'était mon tout premier échec dans ma vie, mon tout premier échec. Et j'avais été tellement mal en point que j'avais donné des paroles qui jusqu'à présent me surprennent. C'est-à-dire que j'avais voulu même y passer, mais je voulais cette gloire-là en fait, d'avoir réussi à cet examen-là. Et donc, dans ma vie de tout ce qui est linéaire, de voilà, une vie de sans échec, parce qu'il faut dire que j'avais vraiment peur de me rater. Voilà, j'avais vraiment cette peur-là de me rater. Je faisais tout mon possible pour être un enfant modèle, un enfant qui étudie, qui fait tout bien. Parce que je refusais, voilà, à faire où on dit, toi, telle personne a échoué, je ne me sentais jamais concernée. Je voyais toujours ça loin de moi. Et donc,
la leçon, on va dire, inconsciente de tout ça, c'est que je pense que c'était le plan, je dirais, de Dieu comme ça, que je passe par là, parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil en moi. Et surtout, il y avait la peur de l'échec en moi, en fait. Je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais pouvoir continuer de vivre après ce incident. Pour moi, c'est tellement grave que j'avais dit littéralement que j'aurais préféré y passer. Parce que, bon, c'est clair que la tête, la mémoire, tout avait pris un coup. Donc, j'aurais préféré y laisser la vie là de vivre cette situation d'échec. Parce que pour moi, c'était impossible que je puisse me relever de là. C'était impossible que je puisse avancer. Comment mon entourage allait me voir? Comment moi-même j'allais me voir? J'avais perdu en estime de moi-même. J'ai perdu en confiance en mes capacités intellectuelles et tout ça. Donc, après avoir passé cette étape-là dans la douleur et tout, et Dieu merci par l'accompagnement de mes proches, quand j'ai validé le baccalauréat, c'est encore parce que mon père m'a dit, je refuse que tu fuis la série. C'est pas parce que tu n'es pas intelligent que tu ne peux pas, mais c'est juste des circonstances. Donc, pour prouver que tu as cette intelligence, vas-y encore, affronte la terminale C. Et par la grâce de Dieu, j'ai affronté cette terminale C-là, j'ai décoché mon bac. Et à la suite, je suis allée à l'INPHB de Yamoussoukro, une école d'excellence. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la leçon que je tire, c'est que moi, Esther, je peux continuer d'avancer malgré l'échec. C'est-à-dire que si je me cogne quelque part, quelle que soit l'ampleur ou la profondeur en fait, de cet échec-là ou de ce que ça peut créer comme douleur, je pourrais me relever, je pourrais avancer. Parce que dans le passé, j'ai ce pont-là, mais je ne suis pas restée à terre. Par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever et avancer. Donc, c'est ce que je voudrais partager là. Super. Merci beaucoup, Esther, pour ce partage. Et oui, on peut sentir la détresse quand on échoue et quand nos attentes ne sont pas suivies ou atteintes. On peut même vouloir mettre fin à ces jours, mais je pense que ça a été un très, très beau partage parce que tu nous montres qu'on peut se relever, on peut se reconstruire et utiliser ça comme un carburant pour progresser. Alors, est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut partager sur ce point avant qu'on passe à l'étape suivante? Est-ce qu'il y a une personne qui veut partager? Vous pouvez simplement lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Je vais laisser 5 secondes. S'il n'y a personne, alors je suppose que personne ne veut nous partager ce que signifie pour lui utiliser la souffrance, de partager des épreuves. Oui, Sonia. Merci, Sonia. Merci de Ok, contribuer à nous donc enrichir ce soir. Ouais. le plaisir est partagé. Ouais. Moi, l'épreuve qui m'a le plus marqué, qui a fait de moi ce que je suis inconsciemment, c'est que moi, je suis née dans une famille polygamique. Donc, très tôt, j'ai toujours eu un rejet par mon père et par mes autres sœurs. Donc, j'en ai fait en fait une force. Cela m'a poussée à vouloir toujours être excellente en tout. Parce que je pense aussi inconsciemment, je recherchais cet amour partenaire. Je voulais tellement l'impressionner juste pour qu'il puisse me regarder enfin que ça m'a poussée à être excellente en tout. J'étais première, tout mon cursus, j'ai jamais fait de fautes. En tout, je veux toujours être la meilleure. Parce que quelque part, je recherche toujours cette approbation du papa, ce petit mot-là qui me réconforte. Mais finalement, je ne fini pas comprendre que aujourd'hui, je pense, depuis qu'on a commencé, je ne recherche plus ce mot. Je me dis, bon, je suis excellente, bon, c'est une grâce de Dieu, je le fais pour moi maintenant. Et je pense que c'est la nouvelle version que j'ai vraiment envie de développer. C'est moi, au fait. C'est vraiment pour moi que je fais les choses parce que je le mérite et pas forcément pour attendre de quelqu'un d'autre un merci, un tu es bon, un tu es si, non, juste moi et prendre cette douleur-là pour aller loin, mais pour moi-même et peut-être pour les enfants et tout. Voilà un peu l'épreuve qui, moi, m'a inconsciemment fait de moi la Sonia que je suis. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sonia. Merci pour ta vulnérabilité, ton partage. On va terminer sur ce point avec Adèle. Bonsoir à tous. Allez, Adèle. Vous m'entendez, j'espère. Oui, on t'entend très bien. Ok. Alors moi, c'est plutôt l'épreuve du rejet dans le couple. Le fait qu'on te dise que tu ne seras rien, tu vas pas émerger.
Donc après la séparation, c'est que je suis restée seule avec mes filles. Et au moment où on se séparait, la première, elle était encore toute petite, donc toute seule, j'ai scolarisé les enfants, j'ai misé sur le travail sur moi-même de ressenti, du fait qu'on me dit que tu seras rien, tu n'es rien, tu es une piètre personne de toi-même. Et déjà au travail, c'était extraordinaire parce que on me disait que tu travaillais très bien, tu es très professionnel, tu pilotes bien tes équipes. Et puis, donc, moi, je mise sur mon travail, je mise sur l'éducation de ma fille qui avait à peine 3 ans. Donc, je la scolarise, elle commence à aller à l'école. C'est un peu dur pour elle aussi parce qu'elle avait un peu peur. Donc, je me concentre parce qu'à un moment donné, j'étais en train de pleurnicher, je m'apitoyais sur moi-même. Et puis, un matin, j'étais assise au travail et puis je dis, ah tiens, mais attends, mais Dieu m'a fait la grâce de me donner un enfant. Mais j'ai des collègues, j'ai des personnes que je connais autour de moi, même ma sœur qui s'est mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'arrive pas à faire d'enfant. Et puis, au lieu de me concentrer sur l'éducation de mon enfant, je m'apitoie sur mon sort. Et donc, partant de là, j'ai commencé à me dire, Seigneur, je te demande pardon, je vais travailler sur moi, je vais éduquer mon enfant comme il le faut. Donc, je commence à bosser dur, je commence à travailler sur l'éducation de mes enfants, de ma fille et tout. Et puis, voilà, elle est meilleure, elle est toujours parmi les meilleures à l'école, Dieu merci. Et donc, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, elle est dans l'une des meilleures écoles en Afrique et elle est en deuxième année d'université. Donc, pour dire que j'ai travaillé, j'ai vu des vertes et des pas mûres, j'ai broyé du noir, j'ai passé des nuits blanches, mais le travail sur soi, la décision de sortir d'une certaine situation, d'utiliser cette souffrance-là pour réussir, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai bâti, je suis fière de ce que j'ai fait parce que pendant ces nuits blanches, pendant ces lamentations, j'ai monté des prières à Dieu pensant que c'était pas, il n'avait pas écouté, pensant que j'étais seule, pensant que je nageais dans la mer toute seule. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai bâti. Je suis une femme battante, je suis une femme courageuse, je suis fière. Quand je regarde mes enfants, je bénis le Seigneur chaque matin et je suis très heureuse. Je Hmm. suis très heureuse de ce que mes enfants aussi me rendent, de ce que mes enfants, parfois, elles s'asseyent, surtout la plus grande, et qu'elles me disent, Maman, je suis fière de t'avoir comme maman. Je suis heureuse d'avoir une maman comme toi, qui nous donne des conseils, qui nous aide et qui ne se plaint jamais. Donc voilà, merci. Génial, génial. Merci beaucoup Adèle pour ton cœur ouvert et cette vulnérabilité. Et on veut aussi te dire que tu es une maman formidable. Je pense que pour les quelques mois qu'on a passé ensemble, depuis qu'on est ensemble sur ce groupe, je pense on peut sentir ton humanité, ton engagement, ta bonté, ta détermination. Et oui, cette douleur du rejet de l'autre, en fait, ne doit pas continuer à t'impacter. Tu l'as utilisé, tu l'as transformé pour en faire une force. En tout cas, merci encore à tous ceux qui ont accepté de s'ouvrir et de partager avec nous, de nous bénir par leur partage. On est très, 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 très fiers de chacun de vous.
Alors, on va terminer avec une dernière chose qu'on fera pour aujourd'hui. On va rendre tout ceci concret maintenant. Maintenant qu'on a vu notre souffrance, qu'on s'est regardé en face, qu'on a vu les vérités sur nous-mêmes, des choses qui nous freinent le plus, il faut qu'on puisse transformer ça en action concrète. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir une seule vérité. Donc, on en avait eu trois tout à l'heure. On va choisir une seule vérité qu'on va affronter ce mois-ci de novembre. Et puis, on va transformer ça en objectif spécifique SMART lié à cette vérité-là. Et noter une action concrète à répéter chaque jour. Et puis, on va identifier un allié de vérité dans la communauté pour pouvoir nous engager. Qu'est-ce qu'on appelle un allié de vérité? C'est une personne dans le groupe à qui on va confier cet objectif pour dire, je m'engage à faire ceci. Je m'engage à faire ceci. Comme vous le savez, bientôt, on va créer les quads, donc les groupes de quatre pour pouvoir maintenir la croissance en interne. Donc, c'est vrai qu'on devient de plus en plus nombreux, donc on peut avoir l'impression qu'on se perd un peu. Mais on va constituer ces groupes de quatre, là, on en a parlé dans le mois d'octobre, ça va être vérifié dans le mois de novembre. Donc, probablement, je vais peut-être vous demander de laisser l'allié de vérité. Comme ça, quand vous serez dans votre quad, vous allez partager ça avec les autres. Donc, on va se concentrer sur les deux premières étapes, écrire l'objectif SMART et puis noter une action concrète que vous allez répéter chaque jour. Donc, on est parti, c'est 3 minutes pour faire ça.
Ok, on arrive à la fin de notre mastermind de ce jour et j'espère que chacun de nous a pu tirer des leçons de ce chapitre sur le miroir, pouvoir se regarder en face et regarder la vérité en face, embrasser la vérité, même si elle est douloureuse, la transformer en quelque chose de puissant. Et je veux qu'on termine en fait ce soir avec quelque chose que nous connaissons tous. Et je vais lire ça pour vous. Jusqu'à la victoire et au-delà. Nous sommes la nation au feu de la foi. Ceux qui choisissent le fait au lieu du pourquoi. Ceux qui avancent quand le monde s'arrête et transforment la douleur en promesses concrètes. Quand d'autres rêvent, nous construisons. Quand d'autres doutent, nous agissons. Quand la fatigue nous souffle, renonce, nous répondons, je tiens bon, je fonce. Pas par orgueil ni par fierté, mais parce que l'engagement est vérité. Chaque jour est une décision, un pas vers la version de nous qu'on ne voit pas encore là. Notre chemin n'est pas pavé d'or, il est taillé dans l'effort et l'accord. L'accord entre nos rêves et nos choix, entre ce que l'on veut et ce que l'on fait chaque fois. Nous sommes l'exemple, le modèle, la voie, pas pour dominer, mais pour tendre le bras. À ceux qui tombent et à ceux qui fuient, nous disons, reviens, reprends et suis. La réussite n'est pas notre fin, elle est l'écho de notre chemin. Et même couronnés de succès, nous continuons de semer la paix. Car notre discipline est un feu sacré qui ne s'éteint pas une fois le but touché. Elle brûle encore pour les générations pour faire de nos vies des inspirations. Nation discipline, nous ne lâchons rien. Nous levons les yeux quand d'autres tendent les mains. Chaque chute est le début d'un bond. Chaque combat nous rend plus forts, plus profonds. Nous ne sommes pas parfaits, mais présents. Pas bruyants, mais puissants. Pas rapides, mais constants. Pas spectateurs, mais vivants. Nous sommes Discipline Nation 365. Et chaque jour, nous gravons notre récit. Pas en parole, mais en sacrifice. Pas en promesse, mais en pratique. Jusqu'à la victoire et au-delà. Pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui croient. Pour nous-mêmes et pour l'histoire, nous vivrons, nous tiendrons et nous irons jusqu'à la gloire. Alors, je veux vraiment nous inviter, nous tous, à nous engager, à continuer de nous engager, à continuer de payer le prix. Après 3 mois environ passés ensemble, on peut tous voir les transformations extraordinaires dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Jean-Luc on parlait le jeudi dernier. Le plus grand piège, en fait, c'est de se détacher de la communauté. C'est de rester dans son coin. Non, il faut rester proche du feu. Il faut continuer à capter l'énergie positive, les bonnes énergies dans le groupe. Surtout ne pas se cacher derrière nos challenges et nos défis, les partager, demander de l'aide et du soutien afin de pouvoir grandir. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour le check-in hebdo. Mais avant, je vais terminer en vous disant que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. C'est pas ça. Le courage consiste à regarder la peur dans les yeux, la vérité dans les yeux et à avancer quand même. Et cette session de mastermind marque le début d'un autre chapitre. Dans ce chapitre-là, c'est le chapitre dans lequel tu ne t'arrêtes plus, où tu arrêtes de subir ton histoire et tu commences à écrire ton histoire à toi-même. Excellente soirée à tous. Bon début de semaine à tous. Reposez-vous bien et on se donne rendez-vous jeudi de la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Discipline un jour, discipline toujours. Bonne soirée à tous. Merci Daniel, bonne soirée à Merci tous. Colombe. Bonne Merci, semaine merci. à tous. Au Merci, revoir. bonne semaine. Merci. Bonne semaine à tous. Merci. Merci, Daniel. Merci Priska. Merci Esther.